Sénégal. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en tout cas à votre émission de prédilection Marc le Bazar. Marc le Bazar, il faut dire un plateau spécial à votre demande. Les Diables Rouges, enfin, pourquoi l'échec? Pourquoi la défaite? C'était vraiment, c'est à la demande de l'opinion congolaise. Il faut dire clairement que nous avons subi des pressions de la part des populations parce qu'ils ont trouvé nécessaire de traiter cette question avec les spécialistes du domaine du sport. On rappelle, ce n'est plus un secret, le Congo venait de prendre une douche froide, sérieuse d'ailleurs, qui a mis pas mal de Congolais en branle. Nous avons eu la déception, et jusqu'aujourd'hui au niveau des Congolais, qui n'hésitent pas à s'interroger, est-ce qu'on parlera un jour réellement du sport dans ce pays. Donc, au cours de ce match, Guinée-Bissau-Congo, le Congo avait ramassé 3 buts, en tout cas gratuitement, de la part de la Guinée-Bissau. Beaucoup de choses se sont tramées après. Nous avons vu la grande rencontre du ministère des Sports, entre le ministère des Sports et tout le système sportif congolais d'ailleurs. Et après, nous avons vu à travers nos collègues surtout du domaine sportif, l'Assemblée générale de la FECOFOOT. Et donc, à votre demande, j'ai pensé emmener sur ce plateau les hommes qui ne sont plus à présenter, puisque vous le connaissez, mais en tout cas, ils évoluent sérieusement dans le domaine du sport. Un qui va vous choquer, c'est Constant Ebarapeya, le supporter, je me permets de rire, le supporter national des Diables Rouges, que nous avons découvert sur la toile. Bonjour mon cher frère. Bonjour mon cher ami Romiko Kilas. Je ne suis pas supporter des Diables Rouges que sur la toile. J'ai le Diable Rouge dans mon sang. Et toutefois, quand les Diables Rouges jouent, je suis au stade. Et quand on prend la douche froide, cette débâcle comme on a pris, vous imaginez dans quel état d'esprit je me trouve. Naturellement. En tout cas, tu n'es plus à présenter, permettez-moi de parler de la toile, parce qu'on vous suit partout et vous suivez les Diables Rouges partout. Voilà. Alors, Francis Dadé Mabiala, journaliste sportif bien connu sur la place de Brazzaville, journaliste de Vox TV. En tout cas, merci d'abord pour le travail que vous avez eu à fournir, qui nous a inspiré d'ailleurs. Merci Romiko Kilas de m'avoir invité et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau justement pour essayer d'éclairer un peu la long terme des téléspectateurs. Naturellement, vous êtes la bienvenue. Alors Benson, il faut le dire, directeur de publication de Congo Sport. Merci en tout cas de votre présence, c'est d'ailleurs votre maison. Merci Romiko Kilas pour l'invitation. Je pense qu'en tant qu'observateur averti du football congolais et chroniqueur sportif, nous avons le devoir de pouvoir dire à cette population qu'est-ce que nous en pensons de cette élimination. Merci chers invités. En tout cas, il faut dire que la désolation est là. Beaucoup d'interrogations en fait, comme l'a fait d'ailleurs monsieur le ministre. Alors, vous qui êtes du domaine, vous avez suivi le cours de cet événement sportif, du début jusqu'à la fin. Mais avant qu'on aille chercher à creuser les raisons vraies et rationnelles de cette défaite, même si on nous le cachait avant, les choses sont mises au clair, avant d'aller tenter de creuser là-dessus, nous allons suivre en tout cas ce gros document, l'échange entre le ministère et le milieu sportif congolais. Pourquoi pas la FECOFOOT. Qui a endiablé les Diables Rouges A, seniors de football du Congo, lors de leur match contre les Lycaons de la Guinée-Bissau, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2022. Une question qui continue à faire délier les langues dans le monde sportif congolais. Ici, au cabinet du ministère des Sports, c'est une réunion qui a pris l'allure d'une audience au tribunal entre le ministre des Sports, de l'Éducation physique, les membres du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football et le staff technique des Diables Rouges. En fait, le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, voulait en savoir plus sur les causes de l'élimination du 11 national. Après le match retour contre l'Eswatini, l'objectif était de faire minimum 2 matchs nuls pour assurer la qualification. Quelle a été la stratégie pour atteindre cet objectif? Le coach Ngansono a été l'adjoint de Valdo. Cela suppose qu'il a la maîtrise de tous les joueurs.
Pourquoi l'équipe a-t-elle été refaite, notamment dans le champ offensif, milieu de terrain et attaque? Le premier vice-président de la Fédération congolaise de football, en sa qualité de chargé de l'organisation des compétitions, Médard Moussoudia, en répondant à ces questions, se rejette les responsabilités de cet échec. Nous savons que nous avions des sérieux problèmes en ce qui concerne l'attaque. C'est pour cette raison, pendant le choix fait par l'entraîneur, nous avons mis un accent particulier sur les attaquants. Donc, sur les joueurs qui sont arrivés, nous avons eu à peu près une dizaine des attaquants. Au niveau de la défense, il n'y avait pas de problème, on a consolidé. Il y a un jeune défenseur qui est arrivé, qui joue au Ghana pour la première fois. Il a joué au poste de latéral gauche. Nous pensons qu'il a fait un bon match et nous pourrons compter sur lui. Parce que nous ne voulons pas de prétexte auprès des entraîneurs de dire tel joueur, il me fallait tel joueur, tel joueur. Barthélemy Ngantono, le sélectionneur, lui, se défend, affirmant qu'il n'était pas libre dans ses choix des joueurs alignés au cours de ce match. Le premier vice a eu une discussion dans le couloir de la fédération parce que certains joueurs avaient été convoqués sans notre sentiment. Donc c'est une preuve que c'est vrai que nous étions tous là, mais il y a certaines choses où nous n'étions pas associés. Le ministre des Sports tire enfin les leçons et tape du poing sur la table, déclarant que la responsabilité de cet échec des Diables Rouges est collective. D'où la nécessité d'un appel d'offres au poste de sélectionneur des Diables Rouges A, senior de football, avant le début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, prévu le 31 mai prochain. Nous asseoir et nous mettre d'accord autour d'une candidature pour que demain, nous ne rencontrions pas les mêmes problèmes que nous avons rencontrés avec les autres. Parce qu'à un moment donné, ça tourne un peu à la mafia, ces histoires d'entraîneurs qui arrivent et quelque temps après vous entraînent devant les tribunaux. Le Congo a trop payé pour ça, maintenant il faut que ça change. Qui sera alors le prochain sélectionneur des Diables Rouges A senior de football du Congo? L'avenir nous le dira. Voilà, chers téléspectateurs, chers amis, cet homme que vous venez de suivre n'a pas la coutume de monter plus haut que ça. En tout cas, le ministre est sorti de sa réserve, tapé sur la table, a pensé que les responsabilités sont partagées. Et lorsqu'on nous dit de la sorte, sur un plateau télé, nous devons creuser alors la responsabilité. Tous nous avons suivi ce qu'ils viennent de dire, ce que chacun vient de dire, monsieur le ministre, Médard Moussoudia et le coach Gasson. Je commencerai par Blanc. Je n'ai pas besoin de demander vos émotions, vos impressions. En tout cas, c'est ceci de tout le monde. Nous avons été battus. Alors, tel que ce que vous venez de suivre, qu'est-ce que vous avez à dire d'abord, de prime abord, avant d'aller dans le... Bon, ben, de prime abord, c'est la consternation. C'est la consternation parce que ce qui se passe là, ce qu'on a dit là, c'est l'irresponsabilité au sommet de l'instance qui gère le football. Vous ne pouvez pas avoir un entraîneur, un coach, un sélectionneur. C'est bien dit, il est le sélectionneur. Quelqu'un qui sélectionne les joueurs qui sont censés représenter l'État, où on fait le choix, il n'est pas informé. On ne l'associe pas, on lui impose des choses. Et il accepte, il reste entraîneur. Première chose, irresponsabilité. Il s'est placé comme une limande, et puis il fait, bon, on a dit le faire, il fait. Deuxième chose, nous avons les dirigeants de la FECOFOOT. C'est-à-dire le président d'abord de la FECOFOOT, qui, en pareille circonstance, nous jouons un match capital, il aurait été présent sur le terrain. Les choses devaient se passer autrement. Il confie les responsabilités à son vice-président, qui va se comporter en monarque. Parce que là, nous n'avons pas suivi Delvin Zinga, qui a dit que c'est le premier vice-président qui a imposé un classement à l'entraîneur, et comme un bébé, l'entraîneur a accepté. Donc voilà les responsabilités que nous avons constatées au sommet de l'État. Et maintenant, le ministre qui a pris la parole en disant que ça doit changer, il faut chercher un entraîneur. Là aussi, je pense qu'on va fermer le couvercle trop vite.
Ça ne peut pas se faire comme ça là. C'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, vous dites, bon, on cherche un nouveau entraîneur et puis on tourne la page. Oui, quand ça marche pas, on balaye. Hein. Mais voilà pourquoi je dis, le ministre des Sports doit aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin. L'équipe là a échoué. C'est pas pour la première fois que cette équipe là échoue. Il faut la balayer. Maintenant, on pourra me dire, bon, nous allons arriver dans le détail, on pourra me dire qu'ils sont sur un mandat et puis, mais bien sûr, on peut créer les conditions de crise. Il faut que cette équipe là parte. C'est-à-dire, M. Guy Mayolas et tous ses amis, y compris l'entraîneur. Sinon, si on dit, bon, comme ça s'est passé là, désormais il faut chercher un nouveau entraîneur, on ferme le couvert un peu trop vite, et puis les premiers vont rester, la quête des autres vont changer. Et puis quel sera le sort de certains joueurs qui ont dénoncé ces faits? Voilà pourquoi je pense que le ministre doit aller plus loin que ce qu'il a dit. Il faut d'abord commencer par balayer cette équipe. Il y a des mécanismes. On peut créer une crise. Et puis la feu vert viendra instaurer, comment on appelle ça, un comité de normalisation. Tu fais de la politique dans le sport. Non, la feu viendra instaurer un comité de normalisation. On aura déjà débarrassé de ces gens-là. Bon, ça c'est une solution. Une solution radicale. Alors Benka, vous avez également suivi, vous avez à dire. Oui, je pense que Romy Kokilas, il faut d'abord revenir sur les faits, établir les faits pour mieux juger. Voilà. Nous sommes au 26 mars 2021. Ouais. Le Congo joue donc pour le compte de la 5e journée. C'est l'avant-dernière journée pour la qualification donc, à la CAN. Le Congo reçoit le Sénégal. Nous savons tous que le Sénégal était déjà qualifié. C'est la meilleure équipe d'Afrique actuellement. Ouais. Le Congo tient le coup avec un match nul de 0 but partout. C'est déjà impeccable. Un point de gagné. Et il reste donc à prendre encore un point en déplacement en Guinée-Bissau. Alors les choses se passent mal en Guinée-Bissau. Et la grande question c'est pourquoi? Pourquoi ça se passe mal en Guinée-Bissau? Je pense que la disqualification du Congo ou l'élimination du Congo ne s'est pas faite en Guinée-Bissau. Ça a commencé depuis le 26 ici à Brazzaville. Même depuis les Swatini. Non, mais prenons juste les 2 dernières journées. Puisque après le match contre les Swatini, le Congo était en bonne position. Le Congo avait 4 points d'avance sur son poursuivant immédiat. Donc ça veut dire que le Congo n'avait pas peur de pouvoir affronter cette échéance. Le Congo n'avait besoin que de 2 points. Alors que la Guinée-Bissau devait en avoir 6. Donc un carton plein. Donc moi je me dis que c'est depuis le Sénégal. Donc c'est le même groupe pratiquement qui a été constitué pour les 2 matchs. Donc la grande question, avant qu'on rentre dans les différentes considérations, c'est de savoir sur quelle base les joueurs ont été convoqués en équipe nationale. C'est d'abord ça le premier problème. Parce que les acteurs, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs qui jouent, ce n'est pas la fédération qui joue, ce n'est pas le ministre. Qui sont les joueurs? Ce sont les joueurs. Donc lorsque vous avez fait un bon choix des joueurs, ça veut dire que les résultats attendus seront à la hauteur des attentes. Mais moi je pense qu'il s'est posé un vrai problème au niveau du choix des joueurs. Les critères ne sont pas connus. Parce qu'il y a eu une première liste de 31 joueurs qui avait été publiée. Et sur cette liste, on a eu des joueurs, certains joueurs, je prends le cas d'un joueur qui joue en 4e division belge. Oui. Qui s'est retrouvé sur cette liste-là, dans une shortlist de 31 joueurs. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu un peu d'amateurisme, un peu de laisser-aller, un peu de légèreté dans la sélection des joueurs. Toujours dans cette sélection, vous avez la présence de Thierry Bifouma. Et tout le monde sait, nous en tant que chroniqueurs sportifs, nous mettons ces informations à la disposition du public. Tous les jours, nous traitons l'actualité sportive. Ça fait 6 mois que Bifouma ne joue pas. Il ne joue pas. Il a beau être le joueur le plus populaire du Congo, mais cette popularité ne tient qu'à son passé. Donc on doit quand même regarder quels sont les critères qui militent pour la venue de Bifouma en sélection. Lorsqu'on sait que les 4 premières journées, il n'était pas là et que le Congo se retrouve en 2e position. Et où sont les joueurs qui ont amené le Congo jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on en a fait? Mon cher Dadé, vous m'avez beaucoup inspiré, comme je l'ai dit au départ. Oui. Cela prouve que vous êtes en plein dans le dossier. Alors, vous venez de suivre ce que vient de dire notre cher frère Benka. Alors, la convocation des joueurs, oui, c'est relevé de qui dans cette histoire-là? Parce qu'on a vu les responsables se canarder à propos. Oui, merci pour la parole.
je suis d'accord avec Benka quand il dit que les critères des convocations des joueurs de l'équipe nationale ne sont pas connus. Effectivement, ça date depuis des années que c'est comme ça. C'est depuis des années. Tu ne verras pas une liste là où on va te dire que non, pour être présent à l'équipe nationale, il faut jouer en première division, il faut avoir par exemple 2 heures de temps de jeu, 2 semaines avant la convocation. Tu ne le verras jamais au Congo. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans ces situations. Mais pour revenir à votre question, qui convoque les joueurs de l'équipe nationale? Mais c'est le sélectionneur qui doit convoquer les joueurs qu'il a besoin et qui sont titulaires dans leur équipe, s'il vous plaît, qui jouent régulièrement chaque week-end. À ce moment-là, ils regardent. Aujourd'hui, on n'est plus dans les temps, dans les années 60, là où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, on ne pouvait pas avoir l'information. Mais aujourd'hui, même avec votre téléphone, vous tapez le nom d'un joueur, vous savez dans quelle division il joue, vous avez le temps de jeu qu'il fait dans son club, s'il est titulaire ou pas. Si je reviens à ce qu'a dit Bemka tout à l'heure sur Bifouma, je suis désolé de le dire, peut-être que ça va toucher certaines personnes, certaines sensibilités, mais je suis désolé. Moi, technicien, je suis entraîneur des Diables Rouges, jamais j'accepterai Bifouma commencer un match dans l'état actuel où il se trouve. Mais il a dit ça fait 6 mois, le monsieur ne joue pas. Il a quitté la Chine sur le match qui devait rejoindre le Congo. Il n'est jamais arrivé au Congo, il s'est arrêté au Maroc. Je suis désolé, ça fait 6 mois qu'il ne joue pas. Comment ça fait-il que ce joueur-là a commencé le match contre le Sénégal? À ce moment, si on pense que M. Bifouma est important pour l'équipe nationale, pour le groupe, à ce moment-là, on l'appelle, on le fait asseoir sur le banc, il attend. Et on met un joueur qui est mieux en forme que lui pour permettre à ce que l'équipe puisse se répondre convenablement sur le terrain. Et à ce moment-là, si on trouve que non, on a besoin vraiment de la présence de Bifouma pour essayer de... Parce qu'on sait que des joueurs comme Bifouma, même s'il est en méforme, même s'il n'a pas joué pendant 6 mois, il peut y arriver, rien que sa présence sur l'aire de jeu peut faire paniquer une défense. Ça, on le sait. À ce moment-là, si on trouve que c'est important de le faire rentrer, on le fait rentrer pour apporter cette touche. Absolument. Mais je suis désolé, le match, quand on a vu le match contre la Guinée-Bissau, c'est parce que la Guinée-Bissau était maladroit devant les buts congolais. Parce qu'à 4 minutes de jeu, on avait déjà 4-0 pour la Guinée. Et des actions concrètes. Mais après ces 4 actions, le Congo a eu 2 actions de but que personne n'en parle. Et c'est qui a eu ces actions? C'est M. Bifouma qui a eu ces actions. À côté de lui, il y avait Tshilumbu et Makessie qui étaient mieux placés à ce moment-là de donner le ballon, ont marqué 2 buts. Et le match aurait une autre physionomie à ce moment-là. Franchement. Donc, je pense que la responsabilité, moi je dirais d'abord, de la convocation des joueurs à l'équipe nationale, ça revient d'abord au technicien. Quand le technicien a la carrure qu'il faut pour appeler les joueurs qu'il a besoin et de prendre les décisions qu'il faut au moment qu'il faut, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devaient mieux se passer lors de ce match contre la Guinée. D'où on a entendu parler des injonctions, parce qu'à suivre, en tout cas clairement, le coach, je pense qu'il n'était pas libre dans ses choix. Et donc, il y a eu, voilà. Effectivement, Romik, si on revient par rapport à ce qu'a dit Ngatsono lors de cette réunion avec le ministère des Sports, mais pour moi, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Comme a dit Constant. Oui, comme a dit Constant, c'est pas possible. Un entraîneur qui a du charisme, qui a de la personnalité, ne peut pas accepter ce genre de choses. Je vais prendre un exemple palpable. On a connu des entraîneurs comme Mimi. Mais on se rappelle du match Congo-Afrique du Sud à Pointe-Noire. Et il y avait l'arrivée de Yunga qui est arrivé de l'Allemagne. Ouais. Mais Yunga tout fait tout flamme. Ce match-là, à Pointe-Noire, mais Yunga n'a jamais commencé ce match, alors que c'était le meilleur joueur congolais à l'époque, à ce moment-là. Mais il est arrivé au regroupement le matin du match. Ah, ça. Donc le dimanche où le Congo jouait, c'est à ce moment-là que Yunga est arrivé au Congo. Mais le coach Mimi a pris la décision de le mettre sur le banc de touche. Même le ministre à l'époque n'était pas d'accord, parce qu'il y avait le président qui était là. Oui. Il n'était pas d'accord pour mettre Yunga sur le banc.
Mais le coach Mimi avait de la personnalité, a dit carrément au ministre des Sports, je suis désolé monsieur le ministre, ce garçon ne commencera pas le match et on aura un autre joueur à la place qui a fait le match. Mais vous voyez que ça, c'est un entraîneur qui a de la personnalité. Mais quand vous n'arrivez pas à tenir tête à vos dirigeants sur vos choix, à ce moment-là, ça pose problème. Vous n'avez pas la compétence d'être un entraîneur, un sélectionneur de l'équipe nationale. Je suis désolé. Oui, mon cher frère, cette histoire de l'injonction, en tout cas, c'est comme il a dit, c'est une vieille histoire. D'ailleurs, le ministre a même parlé clairement que ça donne l'impression d'une mafia. Vous voyez, lorsqu'un homme d'État arrive à qualifier cela, ça se passe dans son secteur d'une mafia, c'est qu'il a ras-le-bol. Ça, c'est un domaine qu'on connaît bien, on suit bien, on a vu on sait ce qui se passe. Et aujourd'hui, l'occasion fait qu'avec ce clash, tout se dit mais non tout. Sinon, je me permets de le dire, tout le monde savait que c'était, il y a du cachet là-dedans. Alors, est-ce que réellement, on peut parler d'injonction, s'il vous plaît, j'insiste sur ça, parce que lorsqu'un grand coach se lève pour dire, j'étais incapable quand même. Mais quand même, le vice-président, il fait que foot, pèse quand même par rapport à lui. S'il y a injonction, alors donc il y a un système de corruption. Alors, est-ce que réellement Gattuso pouvait tenir tête si injonction, bien sûr, il y avait? Bon, mais je pense que le coach était clair. Gattuso a bien parlé de cela. Il a parlé sans langue de bois. Je pense qu'il était obligé de le dire. Il était obligé de le dire parce que sur la toile, on ne parlait que de Gattuso. Parce que pour tout supporter, le premier responsable d'un échec, c'est le coach. Et lui, quand il arrive sur ce point, il dit « Ah non, je ne suis pas seul. » Je dois avouer que je n'avais pas tous mes éléments en main. Il y a eu des injonctions. Mais quand Barthélémy Gattuso le dit, mais c'est au vu aussi de tout le monde, c'est une vieille histoire, c'est connu de tous. Moi, en tant que chroniqueur sportif, depuis longtemps, nous sommes dans ce milieu. On voit des joueurs qui nous parlent de cela. Et parfois, on leur pose la question de savoir, mais écoutez, cette affaire de 10% et autres que vous soulevez chaque jour, là, pourquoi vous n'en parlez pas ouvertement? Parce que nous, en tant que chroniqueurs, on ne peut pas parler de ces choses-là sans qu'il y ait la preuve. Parce que moi, je peux bien dire que Barthélémy Gattuso prend 10%. Mais c'est vraiment, à la rigueur, je dirais que c'est une accusation, c'est une diffamation. Une accusation. Voilà, il peut me porter plainte. Parce dire. qu'il dit, qu'est-ce qu'il a à faire, ce monsieur-là, Benka? Il dit que je prends 10%, mais qu'il prouve. Franchement. Mais aujourd'hui, tout le monde est content de savoir qu'un capitaine de la trempe de Nzinga, qui a passé plus de 10 ans en équipe nationale, prend son courage pour dire que trop c'est trop. Voilà. Et cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps, nous sommes en équipe nationale, c'est toujours des injonctions. Parfois on coopère avec le coach qui est aux entraînements, il nous voit jouer, il sait que tel joueur en forme dans l'équipe type, il faudrait qu'il soit aligné. Mais à la surprise générale, lorsqu'ils sont dans les vestiaires, c'est une liste qui sort et c'est des inconnus. Bon, je ne dis pas inconnus, mais je dis inconnus dans le sens que ce n'étaient pas des joueurs attendus qui sont alignés comme titulaires. Mais qui a fait ça? Et le coach parfois est obligé de dire, écoutez, les enfants, les décisions sont venues du plus haut. Donc, il n'expose personne. Il dit simplement que j'ai reçu une injonction de la part de la hiérarchie. Mais lorsque vous venez à perdre un tel match, si vous continuez à assumer à la place des autres, c'est vous qui payez le prix. Donc, Gattuso a raison de dire tout haut qu'il n'avait pas la maîtrise de tous les joueurs. Il dit que certains, il n'a pas dit tous les joueurs, je pense qu'il a bien pesé ses mots. Il a dit, sur cette liste, il y a certains joueurs qui ont été convoqués sans mon avis. Et ça veut tout dire. Mais il n'a pas dit aussi que certains joueurs ont été alignés sans son avis. Voilà. Je pense qu'il devait continuer sur cette lancée. C'est logique. Voilà. Il devait aussi dire que non, certains joueurs ont été titularisés sans mon avis. Parce que lorsqu'il y a un naufrage, c'est le capitaine du bateau qui est responsable. Et le capitaine du bateau, c'est Barthélémy Gattuso. Mais je dis félicitations à Delvin Nzinga pour avoir jeté le pavé dans la mare. Parce qu'il fallait bien qu'on en arrive là. Il fallait bien qu'on en arrive. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a échoué à 3 éliminatoires. Donc après la liesse de 2015, on est passé à côté de 2017, éliminé par le Kenya. À l'avant-dernière journée, on a pris de l'eau à Nairobi. On n'avait besoin que d'un point. On n'avait besoin que d'un point. Toujours. Le Kenya est déjà éliminé. Et à cette époque déjà, éliminé. il y avait un problème d'indiscipline dans le groupe qui avait été évoqué. Et 2 ans plus tard, nous ratons encore l'élimination en 2019. Cette fois-ci, c'est à la dernière journée au Zimbabwe. C'était le naufrage. Et on arrive encore en 2021, c'est à Bissau, où on perd 3-0. Mais c'est lourd.
Besoin d'un point. Toujours besoin d'un point. Donc ça veut dire qu'on fait le plus dur avant, on fait le plus dur avant, et lorsqu'on arrive carrément à la porte, la calebasse se casse carrément au seuil. Mais on doit savoir d'où vient cette fameuse élimination à la dernière journée. Absolument. À la dernière, toujours à l'ultime journée. C'est ça qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est ça qui a surchauffé tout le monde. Et c'est ça, je pense, qui pousse les Congolais à continuer à manifester ce ras-le-bol vis-à-vis de leur équipe nationale. Il faut dire vis-à-vis de tout le système sportif congolais. Et le ministre a raison de dire les responsabilités sont partagées. Mais également lui aussi, c'est son ministère à lui. Et il y a un problème qui se pose souvent au niveau de ce ministère. D'abord, en passant, il faut saluer le courage, comme vous avez dit, du capitaine. Du capitaine qui, enfin, a eu le courage. Mais il faut dire aussi que ce capitaine, Delvin Dinga, a eu le courage de le dire parce que c'est un vétéran aujourd'hui. Il n'a plus rien à gagner. Dinga est vachement bien. Il est presque à la fin de sa carrière. Et il a même dit que cette dénonciation, il a eu ce courage parce qu'il pense à la jeunesse. Il pense à la jeunesse. Il dit les jeunes qui arrivent ne devraient pas subir cette injustice. Voilà. Un jeune ne pouvait pas prendre ce courage-là. Un jeune ne pouvait pas prendre ce courage. Est-ce que Dinga est le premier? Regardez. Toujours avec Ngachono. Nous sommes allés au Chan. Je crois que ça devait être au Maroc. 2018. 2018. Barel Moko. Oui. Parmi les meilleurs gardiens de ce tournoi. Il pose des problèmes, je crois que ça devait être lié aux primes. On a mis Barel Moko de côté. Toujours la fédération. Et lorsque un de vos confrères interroge Valdo sur l'absence de Barel Moko qui jouait pourtant, je ne sais pas, la Ligue des champions africains. Qui en face d'ailleurs, qui est l'un des meilleurs gardiens de la RDC. Oui. Valdo a dit clairement que la non-convocation de Barel Moko n'émanait pas de lui, mais plutôt de la fédération. Et c'est toujours le premier vice-président qui a été indexé. Donc vous regardez, les injonctions sont toujours là parce que derrière, il y a la mafia. D'ailleurs, c'est pas moi qui utilise l'expression. Il y a cette mafia qui gangrène cette institution. Est-ce que c'est le rôle de la FECOFOOT de s'impliquer ou de faire injonction? Mais attends, le règlement intérieur dit quoi? Il faut vous référer au texte. Moi, je pense que dans la convocation de joueurs, sauf omission de ma part, il y a le directeur national technique et le coach de commun accord qui vont faire venir les joueurs. Et peut-être même de classement, ils peuvent en discuter. Mais ce n'est pas le premier vice-président de la fédération. Donc même si le premier vice-président est en train de sortir par une pirouette en disant que ce n'est pas lui, mais déjà Ndinga l'a dit, Valdo l'a dit avant Ngachono, et Ngachono lui-même dit, mais Ngachono, le problème de Ngachono, c'est que Ngachono n'a pas de personnalité. Quand il étale cela face à la télévision pour extirper la compassion des Congolais, mais nous disons que c'est lui qui est à l'origine. Lorsqu'on vous donne une mission, une mission de moyens, vous n'avez pas les moyens de votre politique, démissionnez. C'est quel type de Congolais qui n'arrive pas à dire non? Et voilà, c'est lui le responsable numéro 1. C'est lui le sélectionneur, c'est lui qui a fait le classement. Même s'il nous dit que c'est le premier vice-président qui nous apporte les preuves, c'est passé, c'est corroboré par Ndinga, qui dit non, voilà ce qui s'est passé. Mais le premier vice-président continue à nier. Donc la mafia qui existe au milieu sportif congolais doit s'arrêter. Le Congo dépense énormément d'argent pour faire venir ces joueurs. Alors qu'on a besoin de cet argent dans les hôpitaux et partout pour équiper les... On ne le fait pas du social parce qu'on a besoin de joueurs. Et quand ils arrivent, c'est des individus, 2 ou 3 individus qui mettent le pays à genoux. Et finalement, on nous dit, bon, on trouve un nouveau entraîneur. Non. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, je crois, doit convoquer toutes les intelligences autour de lui pour penser le renouveau du football. C'est-à-dire un nouveau programme de football en mettant d'abord prioritairement de côté ceux qui sont pourris au niveau de la fédération. Parce que vous pouvez dire, on prend un nouveau entraîneur, vous vous souvenez, cette affaire, ce n'est pas seulement le problème du Congo. Hein. Je crois au Togo, un entraîneur avait dit non, écoutez, moi, de mon salaire, je ne reçois que, je ne sais pas, 30 ou 40%. Il y a des rétrocommissions qui gangrènent ce milieu. Mais c'est pourquoi ils se discutent. Mais bien entendu, il y a les financements même de la FIFA. Est-ce qu'au Congo on en parle? Vous qui êtes les journalistes sportifs. Est-ce que vous savez combien la FIFA donne au Congo?
à la Fédération congolaise de football. Qu'est-ce qu'on en fait? Une gestion opaque. Et lorsque l'État, on dit à l'État, non, ça c'est de l'ingérence. C'est l'ingérence, ils sont autonomes. Ah ben non. Il y a l'argent du contribuable congolais qu'on met dedans. Qui paie la prime des joueurs? Revenons sur la prime, puisque Ndingo en a parlé. Pourquoi ne pas demander aux joueurs d'avoir leur compte ici dans des banques congolaises? Dès qu'ils viennent, vous virez le salaire depuis le trésor, je ne sais pas comment, direct dans leur compte. On donne aux individus qui vont avec dans les maladies, vous distribuez. Et quand on distribue, on dit, bon, petit massot, l'anga du Bini, tiens, 30% l'anga. Voilà le problème. Et nous ne pouvons pas nous en sortir. Il faudrait que le ministre des Sports prenne une décision courageuse. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans la vieille poutre. Soyons courageux. C'est la nation qui en dépend, c'est la vie de la nation qui en dépend. Il y a des pays comme le Brésil qui sont développés avec le football. Vous savez, si vous avez 5 joueurs seulement, qui ont la trompe d'Mbappé, de Matuidi même, je prends même le cas de Matuidi, 5 en équipe nationale, vous savez ce que ça peut rapporter au pays? Si on professionnalise le football, vous savez ce que ça peut rapporter même à l'intérieur du pays? Donc nous devons réfléchir la politique sportive, mais en commençant par se débarrasser de ceux qui sont là. Si on ne se débarrasse pas, on dit, bon d'accord, ce qui est fait, vous allez continuer, on prend un nouveau entraîneur. Pour moi, c'est une fuite en avant. Et le ministre n'aura rien fait en ce moment-là. Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Est-ce que vous êtes sûr qu'à l'allure où vont les choses, on peut espérer, au regard ou à l'écoute des dires du ministre, à savoir que, par expérience, la FECOFOOT a toujours prôné son indépendance. Bien sûr. Tout et pour tout. Et les Congolais s'interrogent, mais le secteur du sport est avant tout congolais. Bien sûr. Si cela existe, mais c'est parce que le sport est un secteur, il faut dire, gouvernemental. Il y a tout un ministre. Mais est-ce que le Congo peut réussir le coup pour amener le Congo pour aller vers une nouvelle équipe telle qu'il dit, vers des vraies réformes, avec cette FECOFOOT qui se croit tout permis, même en face du gouvernement. Excusez-moi, parce que j'ai suivi ça pendant les élections passées. J'étais à fond dans leur campagne, machin. J'ai écouté beaucoup de choses. En tout cas, au niveau de la FECOFOOT, on ne met pas la main. C'est eux qui peuvent mettre la main, mais pas, en tout cas, le gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je pense qu'il y a possibilité d'accorder les violons, que ce soit du côté du ministère ou du côté de la FECOFOOT. L'essentiel que tout le monde puisse avoir la même vision. Aujourd'hui, avec cette débâcle, certes, il y a des choses qui sont sorties, et d'ailleurs j'en félicite, je félicite Delvin Dinga de ce qu'il a fait, parce que bon, s'il faut faire un petit flashback, j'ai la chance aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, d'avoir été d'abord footballeur avant de passer du côté devant le micro. Ouais. Donc, tout ce qui se dit là, il y a certaines choses que nous avons vécues en tant que joueurs sur le terrain. Ah ouais. Donc, on sait que ces choses-là existent depuis longtemps. Aujourd'hui, on a la possibilité de dénoncer, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, tant soit peu, comme on peut le faire. Mais je félicite Delvin de ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça va permettre justement à d'autres aussi de parler et d'essayer de trouver des solutions. Donc, après cette débâcle, je sais que aujourd'hui où nous sommes sur ce plateau, il y a une réunion en urgence avec le ministère des Sports et la FECOFOOT justement pour essayer de regarder par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas dire devant les caméras. Donc, aujourd'hui, ils vont essayer de regarder un peu tout ce qu'il y a à regarder autour de cette élimination et de prendre des décisions. Mais je pense que, j'espère en tout cas, qu'ils vont prendre des bonnes décisions et que les gens vont avoir la rigueur d'appliquer certaines choses qu'ils vont décider là-bas. Mais il y a possibilité que demain, nous puissions avoir une nouvelle équipe et une bonne équipe. Parce que tout à l'heure, avant de rentrer sur ce plateau, on échangeait avec Beka. On se pose la question aussi, un joueur comme Ngavoula, qui était là présent pendant ces 2 matchs, quelle est la raison? Comment expliquez-vous, il est meilleur buteur de son club en Allemagne et il n'a pas fait ces 2 matchs? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose que nous... Soit on a envie de gagner, soit on a envie de faire perdre la nation expressement. Ou des intérêts. Pour des intérêts personnels.
Parce qu'on aurait placé quelqu'un voilà. à qui on attend des miettes. Exactement. Il faut qu'on soit Donc, clair avec il faut que ces choses-là s'arrêtent à partir de cette élimination, qu'on repart sur les nouvelles bases, mais il faut prendre des décisions courageuses. Il faut prendre des décisions courageuses pour dire que non, là on ne fait pas, là on fait. Et avoir un entraîneur qui est capable de dire non au ministère, de dire non à la Fédération congolaise de football. Parce que si on continue comme ça, comme a dit le premier supporter des Diables Rouges qui est à mes côtés, on va revenir sur les mêmes travers. Et ça ne sera pas bon. Moi, je pense qu'il y a possibilité. En passant commencer d'abord à faire une base de l'équipe nationale avec les joueurs locaux. Les meilleurs joueurs que nous avons vus il y a quelques mois, qui ont fait les quarts de finale du CHAN, qui ont été éliminés au CHAN, moi je pense que la meilleure solution serait de faire une base de l'équipe nationale avec ces jeunes. Ils sont arrivés à maturité. Il faut leur donner une chance de s'exprimer. Mais ce n'est pas en les gardant sur le banc de touche ou encore en les gardant à la maison ou en ne les convoquant pas à l'équipe nationale que ces garçons-là vont avoir de la matière. Il faut commencer à utiliser ces jeunes à l'équipe nationale A pour que maintenant, de l'autre côté de l'Europe, on va essayer de prendre les meilleurs qui brillent dans leur club pour venir compléter justement cette équipe-là. En fait, qui les prend de l'Europe pour le Congo? Parce que je reviens encore, comme ça. Je reviens, pour ne pas me répéter une fois de plus. De la quatrième division. Pour ne pas me répéter une fois de plus, normalement, dans la logique, le technicien entraîne, le dirigeant dirige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sélectionneur national qui est dit sélectionneur national de l'équipe des Diables Rouges A, c'est lui qui convoque. C'est lui qui convoque. Il va sur les tabloïds, il regarde, M. Francis Dadema Biela joue par exemple au Paris Saint-Germain là-bas, il fait quoi? Il joue titulaire, il est régulier, il a marqué combien de buts? À ce moment-là, oui. Moi, par rapport à la philosophie de l'entraîneur, du sélectionneur national, si ce monsieur-là rentre dans la philosophie du sélectionneur national, à ce moment-là, le sélectionneur national l'appelle. Il vient représenter le pays. C'est lui, le sélectionneur, qui convoque. Maintenant, si toi, le sélectionneur, tu n'as pas de personnalité, et M. Beka, qui est à mes côtés, t'impose en tant que premier vice-président de la Fédération congolaise de football, mais c'est qui en tort? C'est toi qui es d'abord visé. C'est toi qui es visé. Mais voilà. Dans le cas du Congo, il faut dire des choses. Voilà. Dans le cas du Congo, le sélectionneur n'a pas seulement de la liberté de choix. Il a aussi fait montre d'une incompétence notoire. Je dois prendre le cas de l'entraîneur de la Guinée-Bissau. Voilà. C'était insultant. Après le match, RFI lui pose la question: quel était votre plus grand regret? Il dit: notre plus grand regret, c'était de passer le temps à regarder, étudier comment on appelle ça, le système de jeu congolais. Dit, mais vous avez gagné, pourquoi ça vous... Il dit: non, mais on a passé le temps pour rien. Ils n'ont même pas le système de jeu. Bon, donc après nous avoir humiliés, franchement, on insulte. Ah oui. Et Ngachono continue. Mais nous le méritons. Comme Ngachono dit, on m'a imposé les choix. Et ça, c'est aussi les gens de la fédération qui nous ont dit de ne pas avoir un schéma tactique. Un schéma tactique. Suivez le match de Ngachono. Depuis qu'il est là, rarement il a gagné avec 2 buts d'écart. Oui. Rarement. C'est 1-0 ou un match nul. Est-ce qu'on peut gagner un championnat ou bien une compétition en ne marquant qu'un but? Ça, c'est le 1. Deuxièmement, le match contre le Sénégal. Ngachono a fait montre d'une couardise. Pourquoi? Nous cherchons la qualification ici, face au Sénégal qui ne veut lever le pied sur le ballon. Et il joue avec un seul attaquant. Un seul attaquant. Il dit: on avait respecté l'adversaire, parce que l'adversaire avait 4 pieds et le nôtre avait les 2 petits pieds. Voilà la qualité des entraîneurs que nous voulons. Il nous faut les entraîneurs de la carrure de Claude Leroy. Quelqu'un qui peut dire non. Il dit: ça c'est moi, je fais, c'est ma responsabilité. Ngachono doit assumer ses responsabilités. Voilà le problème que je pose. Il faut aussi voir la qualité de l'entraîneur. Il n'a pas un schéma tactique. On met le joueur, comme nous on joue au petit moment, on a foot au quartier, vous allez jouer là-bas et celui qui marque, puis c'est fini. Non. Je sais que vous avez très mal. Mais il a gagné. Non, mais c'est l'image que l'équipe nationale donne aujourd'hui. Vous qui êtes les professionnels, vous êtes des professionnels, dites-moi, Ngachono a déjà marqué 3 buts au cours d'un match?
Il a marqué 2 buts, je crois, face au Cameroun en 2018. Ne le méconnaissez pas aujourd'hui. Non, mais ce sont les statistiques. C'est vrai que nous parlons des statistiques. Bon, en réalité, ce n'est pas la personne de Ngatsono qu'on attaque. Voilà. Je pense que M. Ibarra paye un peu dans la passion de la chose. Mais le problème du Congo, c'est le système de jeu. Je pense qu'il a tout dit avec l'intervention du coach Guinée-Bissau. C'est le système de jeu. Voilà. Mais c'est quoi un système de jeu? Un système de jeu, c'est une cohérence qui s'appuie sur des éléments. Et ces éléments-là doivent être des éléments clés, des éléments qui sont capables de rendre. Parce qu'on peut apprendre le football à tout le monde. Mais quand vous n'avez pas les capacités, vous pouvez faire même 1000 ans d'entraînement, vous n'allez jamais donner un meilleur rendement. Alors le problème du Congo, ce n'est pas seulement qu'on n'a pas un entraîneur qui a une carrure, on n'a pas des bons dirigeants au niveau de l'Afrique au foot, mais d'abord et avant tout, on n'a pas des bons joueurs. J'aimerais vraiment qu'on parle de ce problème-là parce qu'on a tendance à jeter l'anathème sur les autres. Le joueur congolais n'est pas constant. Nous, on parle de responsabilité. Oui, mais les responsabilités sont partagées, mais à 50%, c'est d'abord les joueurs. Oui. Je pense que les 50 autres pourcents sont partagés entre l'entraîneur, la foot et tout. Parce que c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire 50% pour l'organisation, mais 50% sur le plan technique. Et sur le plan technique, nous n'avons pas. Vous savez, ça va peut-être blesser certaines personnes, mais il n'y a aucun joueur congolais qui joue dans les 5 grands championnats européens. Aucun joueur congolais ne joue en première division française, en première division allemande, en première division anglaise, en première division espagnole et en première division italienne. Les 5 plus grands championnats européens. Vous trouvez les Sénégalais partout. Vous trouvez les Maliens partout. Les Guinéens, vous les trouvez partout. Mais il n'y a aucun Congolais. À quoi vous vous attendez? Parce que pour qu'un système de jeu soit cohérent, pour que vous ayez des victoires, mais il faut qu'il y ait des joueurs qui soient capables de faire ces choses-là dans leur club. Il faut commencer par avant. Voilà. Ils doivent, non, mais je pense qu'en équipe nationale, on ne forme personne. L'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs. On ne forme personne en équipe nationale. Les gens sont meilleurs dans leur club. Mais on les prend, voilà, on les amène en équipe nationale pour une cohésion. On les prend où? Dans leur club, justement. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les Congolais jouent dans quel club? Je ne veux pas, jeter l'anathème sur ce que nous considérons aujourd'hui. Voilà, comme des joueurs. Regardez, vous avez aujourd'hui Delvin Djinga qui parle. Je veux bien qu'il dénonce ces choses-là. Mais quand vous regardez la carrière de Djinga, c'est quelqu'un qui n'a pas su gérer les opportunités. C'est le seul Congolais qui a eu la chance de briller à un niveau tel qu'il a joué la Ligue des Champions, il a joué l'Europa League, il a remporté des coupes et des championnats. Mais dans quel club? Il a joué en Russie, Monaco, il a joué... non, c'est-à-dire que là où il pouvait exceller, c'était à Auxerre et à Monaco. Il n'a pas pu. Mais il a plutôt excellé en Grèce, en Turquie et en Russie. Mais dans quelles conditions ils peuvent donner le meilleur de lui en équipe nationale? Vous n'allez pas le comparer à un grand joueur du championnat de France. Donc, vous avez Bifouma, qui est passé dans pratiquement 13 à 14 clubs. Chaque année, il change de club. Chaque année, il change de club. C'est le meilleur chez nous. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il vaut à l'échelle internationale? Bifouma, c'est l'un des rares grands joueurs, je pèse bien mes mots, l'un des rares grands joueurs qui n'a jamais remporté de trophée majeur. Il n'a pas de coupe, il n'a pas de championnat. Mais c'est le meilleur au Congo. Il n'a que le nom. Oui, il n'a que le nom. Donc, moi, je veux bien qu'on parle du format. Sans couper BMK, pour compléter BMK, je peux dire qu'aujourd'hui, OCT est même mieux que Bifouma parce que OCT a déjà gagné le championnat national du Congo. Il a plus de trophées que Bifouma. C'est pas pour minimiser Bifouma, mais c'est pour dire au public congolais que parfois, à un certain moment, il faut être strict avec les acteurs. Hein? Quand on veut être rigoureux, c'est d'abord envers les joueurs, parce que c'est eux qui mouillent le maillot. Quand vous avez des joueurs comme Prince Onyangé, qui a joué à Caen en première division, mais qui est descendu en deuxième division, qui avait même le brassard et qui l'a perdu, à quoi vous vous attendez? Vous avez des joueurs comme Onzwana, qui était à Monaco, qui a joué à première division et qui est descendu très bas un peu partout. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel championnat. Voilà, en Roumanie. Il est en Roumanie aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à la base, le joueur congolais n'est pas aussi bon qu'on le croit. Vous avez Ndoki, qui est arrivé même à l'équipe Barça. Il a joué avec Ansu Fati. Quand il vient ici, il prend sa bière et puis le petit ventre. Non, ça veut dire qu'on ne se mêle pas de leur vie privée, mais on regarde tout simplement leur rendement. Le rendement est en dessous de la moyenne. C'est vraiment en dessous de la moyenne. Ça ne reflète pas le niveau d'une équipe nationale. Quand on fait appel aux internationaux de la RDC, on peut constituer 3 équipes. Ah oui, franchement. Oui. Mais au Congo, au Congo, on puise en 2e division, en 3e division et parfois même en 4e division.
Alors, vous constituez une équipe comme ça. Ce sont des joueurs qui ne sont pas pour la majorité titulaires dans leur club. Et vous les mettez en équipe nationale pour faire un rayonnement au niveau de la nation. Mais non. Même les coachs, parfois à un certain moment, il faut les comprendre. Hein? Vous avez quoi avec vous pour bâtir quelque chose de concret? Pas grand-chose. Un joueur qui a joué 28 minutes tout un mois, ça fait 4 week-ends. Il a joué 28 minutes. Vous l'appelez en équipe nationale. Vous attendez à quel rendement? Et il va jouer contre le Sénégal. Contre le Sénégal, 90 Il va jouer contre le Sénégal. Non, écoutez, on veut bien critiquer les dirigeants parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais soyons rigoureux envers le joueur parce que certains joueurs ne méritent pas l'équipe nationale. Il faudrait qu'on commence par là. Qu'on définisse les critères de sélection en équipe nationale, qu'on les rende publics pour que le public soit là comme un arbitre entre les entraîneurs et les joueurs. Mais là aussi, c'est bien ce que vous proposez, critères, mais les critères ne fonctionnent plus par rapport à cette l'honnêteté des dirigeants. Parce que là, il se pose un problème d'intérêt. Là, c'est d'intégrité. Là-dedans, ce que vous dites est vrai. Monsieur, voilà. L'intégrité. Donc, techniquement, ça, ce schéma peut marcher. Techniquement, ça marche. En tout cas, mais cependant, dans la gestion, c'est autre chose. Oui, mais je voulais aussi rebondir sur ce que dit Dadi. Dadi a parlé de Ngavoula tout à l'heure. Voilà. Oui. Ce que les gens oublient, c'est que depuis 2020, Ngavoula n'a pas encore marqué de but. Exactement. Depuis 2021 plutôt, Ngavoula n'a pas encore marqué de but. Nous sommes au mois d'avril. Mais franchement, sport, on écoute. Oui, mais il a brillé l'année dernière. Il a brillé l'année dernière. C'était le meilleur buteur de son club. Il était même pisté par le Bayern de Munich. Par le Bayern de Munich. Voilà. Ouais. Et là aussi, on a un deuxième problème chez nos joueurs, le manque de constance. Ils commencent très bien, mais ils ne sont pas sur la durée. Mais je pense qu'il y a un autre élément à côté de cela, c'est que le problème des agents aussi. Non, monsieur Blanc, je vous arrête. Pourquoi je vous arrête? Parce que l'agent de Ngavoula, l'agent de Merveille Ndoki, mais où est-ce qu'ils ont placé ces joueurs-là? Anderlecht, vous vous rendez compte? Ngavoula a été pisté par Anderlecht. Il a joué à Anderlecht. Anderlecht a trouvé que ce n'était pas le niveau. Il a prêté à Westerlo. Bien sûr. Il a prêté dans un autre club là. Non, il était parti à Westerlo. Oui. Et Westerlo, non, voilà, il a prêté à Westerlo. Voilà, justement, il a prêté à Westerlo. Oui. Là-bas, il n'a pas pu. Il est revenu en Anderlecht. Il a fait 2, 3, 4 bons matchs. Après, il s'est assombri. On l'a encore prêté à Bochum. Et quand il arrive à Bochum, il fait une très bonne saison. Très bonne saison. Et... Bochum, finalement, l'achète carrément. Et première saison, c'est bien. Deuxième saison, il commence à perdre l'équilibre. Et aujourd'hui, je ne sais pas, si Bochum veut vendre Ngavoula, il le vendra à combien? Parce que le rendement n'est plus à la hauteur. Mais les joueurs que je vois comme doivent partir là d'abord, derrière le village, pour moi, c'est... Donc, il y a trop de fanatisme. Il y a trop de fanatisme autour de joueurs. Et aujourd'hui, quand tu parles de Bifouma, il suffit de relever un manquement de Bifouma, mais tu as la foudre de tous les supporters. Parce qu'on pense que Bifouma, c'est un saint. On pense que Bifouma, c'est un as. C'est quelqu'un qui peut changer tous les matchs. Mais il a joué combien de matchs? Par crise, par voilà, manque des joueurs. Des joueurs. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas contre les joueurs, mais on veut simplement... Même Mbappé qui joue en France, au Paris Saint-Germain, quand il n'a pas fait de bonnes prestations, la presse le critique. Ah ouais. Voilà, mais pourquoi pas chez nous? Au Congo, quand tu parles de quelqu'un, c'est des problèmes. Non, il faudra que... je pense que les joueurs d'aujourd'hui doivent avoir une certaine rigueur dans leur travail. Ah oui. Parce que si tu prends ceux qui ont connu la génération d'avant, ils n'avaient pas autant de moyens financiers sur leur contrat, mais tu sentais la volonté et la rigueur dans le travail. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu fais 2 matchs, 3 matchs, tu fais 3 bons matchs, il y a un club de l'extérieur qui vient te chercher, on te paye à coups de millions, tu pars et après, ils ne sont pas habitués. Il n'y a rien, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base. Vous voyez? Donc, si on doit donner un conseil à ces joueurs-là aujourd'hui, il faut de la rigueur et de la constance, comme a dit Benka, sur le travail. Et c'est ça qui fera que demain, nous puissions avoir notamment une très bonne équipe nationale. Chacun de vous va prendre la parole. Comment faire, s'il vous plaît, pour mettre fin à tout ce désordre que j'ai de sur la toile à paix, même à Verdun sportif. Voilà. Comment mettre fin? Là, vous parlez des joueurs, mais et regardons du côté de la gestion aussi. En tout cas, je m'attelle beaucoup à ça. Mon plateau, généralement, n'est pas sportif.
Et comme il est question de la vie sportive de la nation, il est que les mêmes téléspectateurs ont demandé de faire cette émission. Mais comment on peut gérer un secteur en misant sur la fraude, je dis clairement, et les antivaleurs? Parce qu'on se rend compte, lorsque le ministre, j'insiste, parle il a utilisé quel terme? La mafia. De la mafia. Effectivement, il y a la mafia. Il y a la mafia. Vous savez comment les gens se battent pour arriver à ces postes. Surtout lorsqu'il y a élection, au niveau de la FECOFOOT. Je vois des lobbies. Ils sont prêts à se faire mal. Faire partir un président, c'est tout un problème. Mais parce que, certains même aux élections présidentielles, c'est pas comme ça. Mais parce que les gens ne voient pas l'intérêt du sport congolais, mais ils voient le vôtre. J'en sais quelque chose. J'ai animé des plateaux là-dessus à l'époque. Comment faire pour arrêter cela? Mon cher frère, vous avez présenté un tableau technique très bien, mais l'homme, l'homme, Oui. le mental du gestionnaire sportif congolais, mais il est pourri, mais il faut le dire. Parce que vous venez de le démontrer. Comment accepter que quelqu'un de la 4e division vienne jouer? Qu'est-ce qu'il explique? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt national, alors que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose de bon? C'est qu'il y a eu de l'argent. Petit vient jouer, moi j'attends mon pouvoir, vient jouer. Il faut le dire clairement. Et où est la place de la justice aussi? Il s'agit d'une action républicaine. Où est la place de la justice? Quand on entend de telles choses, le ministre parle de mafia, c'est comme il dit, pense que ça ne peut pas s'arrêter là. Ça ne peut pas s'arrêter là. Donc chacun de vous va tenter de faire une proposition, en tout cas pour qu'on soulage au moins ceux qui nous suivent, qui sont fatigués, mon cher. Alors, merci. Je pense qu'on doit être réaliste et objectif. Réaliste et objectif, je dirais que les choses ne peuvent pas marcher sans rigueur. Là, on vient de dénoncer quelque chose de très grave sur la gestion de l'équipe nationale. Donc, je pense que les responsabilités, on a beau dire les responsabilités sont partagées, mais lorsqu'on a indexé des gens, je pense qu'il faut mener des enquêtes. Ah ben oui. Il faut mener des enquêtes, il faut essayer, parce que ça peut être aussi une fausse accusation. La personne pourrait se défendre, mais il faut mener des enquêtes parce que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est une affaire dont on a entendu parler pendant des années, mais pour une fois, on a quelqu'un qui dénonce publiquement. Je pense que le ministère des Sports devrait enquêter sur ce terrain pour essayer de voir qui fait quoi et sanctionner. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions exemplaires, ceux qui viendront toujours prendre de l'argent parce qu'ils se disent que c'est une vache à lait. Lorsque vous êtes là, vous pouvez vous servir. Que vous soyez dans des commissions, que vous soyez, je ne sais pas moi, dans n'importe quel compartiment de la gestion, il y a quelque chose à prendre. Mais dès lors qu'on instaure des sanctions pour essayer de donner un peu cette image de rigueur, je pense que les choses vont changer. Certains ne vont plus s'aventurer à de tels postes, sachant qu'on peut faire la prison lorsqu'on a mal géré les deniers publics. Nombreux ne vont pas s'aventurer, parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans le monde de la gestion de notre sport. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui sont là. Qui sont soit dans la politique, soit dans l'armée, soit dans beaucoup de domaines. Voilà, mais on a beau être pratiquant du sport, mais la gestion c'est autre chose. Je pense qu'il y a des gens qui ont étudié. Vous avez une école comme l'ICEPS qui forme des cadres de sport, des gestionnaires de sport, pas seulement les pratiquants de sport, les gestionnaires de sport. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ils ont appris le management sportif à l'ICEPS. Mais ils sont où? C'est eux qui devaient gérer les fédérations, c'est eux qui devaient gérer les directions, les ligues. Parce qu'ils ont appris. Mais on prend des gens qui ont appris dans le tas, qui ont reçu une certaine influence, qui dominent et qui sont là depuis des années, et qui sont là en train d'imposer un certain nombre de choses. Je pense que pour que ça change, il faut des sanctions exemplaires, il faut des objectifs à atteindre et un contrôle à la fin pour voir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Si vous êtes capable, vous continuez. Si vous n'êtes pas capable, vous cédez. Merci mon cher frère. Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, en fait, il a déjà presque tout dit. Oui. Mais je vais un peu compléter par rapport à... Vous savez que dans ce pays, il y a une structure qui est là, qui contrôle l'argent de l'État. Mais au sport, on ne voit pas ces gens-là. Ça échappe à tout contrôle. On ne voit pas ces gens-là. Quand la nation sort de l'argent, ça veut dire que le contrôle de l'argent de l'État, il y a une structure de l'État qui est là, qui contrôle, mais qui doit aussi aller contrôler au sport. Et savoir ce qu'on a fait avec cet argent-là. Et s'il y a du détournement, ces gens-là doivent faire la prison, comme a dit Beka. Ils doivent faire la prison, ils doivent rendre des comptes. Et aujourd'hui, on sait que la Fédération congolaise de football, avec leur partenariat avec la FIFA, des fois on a du mal vraiment
à rentrer dans le profondeur de cette structure. Ah ben oui, mais c'est verrouillé. Il va falloir que, pour que nous puissions avoir une bonne équipe nationale demain, il faut que le ministère des Sports puisse s'impliquer encore plus que ça. C'est-à-dire qu'à chaque compétition, il faut un rapport complet, que ce soit sportivement, financièrement, et si on a atteint les objectifs. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on peut faire une réunion après cette élimination, mais qui a fait quoi? Le tort revient à qui? À qui? Voilà. C'est ça le problème. Voilà tout le problème. Et après, il faut sanctionner, comme a dit Beka. Il faut sanctionner. Bon, les autres ont tout dit. Moi, je voulais seulement amener un élément sur l'équipe nationale. Comme vous avez dit qu'il faut fonder l'équipe sur l'ossature nationale. Mais pour le faire, il nous faut, et là ça devient la responsabilité du ministère des Sports, il nous faut relever le niveau du championnat. Parce qu'un meilleur joueur au Congo, un meilleur buteur du championnat congolais, vous l'amenez en EDC, ce n'est pas le même meilleur joueur. Pour preuve, Obasi, qui est le meilleur joueur du championnat congolais, nous on l'a amené au champ, j'étais au terrain, au stade. Il était incapable de cadrer un seul tir. Après tous les champs, incapable de cadrer un seul tir. Donc, il faut élever le niveau du championnat. Et le temps ne nous permet pas. Élever le niveau du championnat, c'est que professionnaliser le football. Il nous faut passer de l'amateurisme au professionnalisme. Voilà pourquoi je disais que le ministre doit conjuguer les intelligences, convoquer toutes les intelligences autour de lui pour définir la politique sportive de manière globale et footballistique en particulier. Sans cela, on va tourner en rond, rien ne suffira. Donc, pour ce qui est, il faut faire là, il faut sanctionner ces gens-là. Pour moi, il faut les balayer. On crée une crise avec la FIFA. La FIFA vient nous mettre un comité de normalisation ici, comme ils ont fait partout. Ceux-là vont dégager. Et puis les autres vont venir, on va commencer à faire avec eux. Alors, voilà qui a été de notre échange, en tout cas au Mag Bazar. Reste à dire d'abord au ministère des Sports, comme on su le dire, les témoins du sport congolais ici. Il faut que le ministère du Sport puisse réellement avoir une politique. Voilà. Généralement, nous avons vu des ministères, chaque ministre arrive, sa politique, c'est entretenir les équipes qui existent déjà. On fait avec, on change d'entraîneur, il est parti, on est arrivé. Mais il faut qu'il y ait une politique au regard du chaos qui est en face. Et là, on va préparer encore cette équipe, il y a encore des échéances. En juin, là. Alors, d'ici le 5, voilà, là, il y a ça, quand vous allez là, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Allez, je ne sais pas moi qui le dis, les Congolais, sur la toile pensent qu'il faut être fou, voilà, de s'engager encore un tête, alors que vous avez une équipe très basse, c'est-à-dire très à plat, vous avez une très mauvaise gestion du sport, où le ministre lui-même, il parle de la Camorra, il parle de la mafia. Alors, voilà une telle équipe qui va là encore jouer. Il faut se poser la question. Je ne dis qu'on va faire plus jouer, mais pourquoi jouer? Si vous savez que nous ne sommes pas bons, nous gérons mal, on tripote. Pourquoi jouer? En tout cas, on ne doit pas jouer pour susciter les AVC aux Congolais qui sont sportifs. Ça, c'est ça qu'on a déjà. Alors, le ministère doit avoir une politique connue de tous, vrai, que les Congolais peuvent accompagner et doivent accompagner. La FECOFOOT aussi. Mais la FECOFOOT, c'est vrai, ils sont à l'international. Mais la FECOFOOT, désormais, doit comprendre, ici au Congo, qu'il y a un ministère qui régit le sport. Sans ce ministère, sans le Congo, l'État congolais, on ne parlerait pas de sport. Donc la FECOFOOT n'aurait pas de raison d'être ici chez nous. Donc la cohabitation, la cohésion est importante entre et les gens du ministère et les acteurs de la FECOFOOT. Et ce que nous constatons, que la FECOFOOT a tendance à s'échapper de tout. Mais c'est encore elle qui fait des injections. Je le dis clairement, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas parce qu'on a pu se justifier à la télé, tout la justice, ce n'est pas la télé, ce n'est pas les médias. Vous pouvez dire oui ou non sur mon plateau. Il faut l'audit, il faut faire des enquêtes. Mais non aux joueurs. Faire l'audit. Voilà, aux joueurs, en tout cas, j'ai du mal à conseiller un joueur parce que c'est un travailleur comme moi. Voilà, j'ai du mal à les conseiller. Ils ont aussi des problèmes. J'ai vu des matchs où ils n'ont pas été payés. Mais à cause de ces vautours-là, il faut le dire, à cause de ces vautours, comment un État peut envoyer une équipe nationale jouer à la fin, on ne paye pas? Ça ne s'explique pas. Si vous vérifiez bien, souvent l'argent sort. Mais il y a des prédateurs, comme il le dit. Et les prédateurs sont aujourd'hui connus. Le match du Sénégal, ça a été payé après la défaite contre la Guinée. Voilà. Et encore le jour où les joueurs expatriés rentraient chez eux à Paris. Donc
On vient leur donner l'argent en main à l'hôtel. Au finish, il faut dire que le gouvernement ne doit pas se fatiguer, doit s'évertuer à bien animer ce secteur-là du sport, présenter une politique afin d'encourager le jeune Congolais qui n'a pas d'emploi aujourd'hui, qui peut s'en sortir. Maintenant, aux sélectionneurs de nous emmener vraiment des vrais joueurs. Pas franchement venir salir l'image de la nation. Convaincre les binationaux. Voilà, convaincre pour des histoires de vente. C'est trop méchant, c'est criminel. Alors j'avais reçu sur ce plateau, en tout cas, comme vous venez de suivre, mon ami, alors, Obinson, comme on l'appelle. En tout cas, mais c'est NK, il est directeur de publication à Congo, de Congo Sport. Francis Zadé qui n'est plus à présenter, le grand maître du sport au niveau de Vox TV. Merci alors beaucoup. Constant Ibarra-Péa, en tout cas, on m'a dit de te faire ça, le supporter national des Diables Rouges et le féticheur des Diables Rouges sur la toile. Tu as été déçu. Alors, au revoir chez vous. À la prochaine fois, merci. En tout cas, merci à vous. Merci.